Je dirais oui, il y a eu des fraudes. Si la Cour constitutionnelle annule l'élection dans des arrondissements quasi entiers de Libreville ou dans certaines localités, c'est bien pour montrer qu'il y a eu des fraudes. Seulement, la surprise, pour ceux qui n'écoutaient pas encore le discours du président de la République, c'est que aujourd'hui on réalise que la fraude était peut-être du côté de nos adversaires plutôt que de celui qui est annoncé comme étant le camp des tricheurs. Mais comment expliquez-vous le taux de participation de 99% dans la province du Haut-Ogooué, le fief d'Ali Bongo, alors que la moyenne nationale, elle est de 59% dans le pays? Mais je pense qu'il faut rester dans le domaine de ce qui est possible ou impossible. Je n'ai pas forcément l'intention d'expliquer pourquoi dans le Haut-Togo on fait 87%. Tant que cela relève du possible dans une élection, c'est de 0 à 100%. Donc sauf si on est entré dans l'ère de l'impossibilité mathématique que 87 soit dans cette fourchette. 99% de participation. Les derniers résultats qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, je pense qu'ils ont été revus à la baisse par rapport à ça. Et je pense que lorsqu'on regarde la dynamique autour du chef de l'État, ce n'est une surprise pour personne que dans son fief politique, les gens se soient mobilisés pour le conduire à un deuxième mandat. Et si vous me permettez, je tiens d'abord à le féliciter pour sa brillante réélection. Ayant été dans l'avion, je n'ai pas pu participer à la célébration avec les autres. Et pourquoi il refuse un recomptage, Ali Bongo? Il ne refuse pas. Ce n'est pas à lui de définir s'il y a recomptage ou pas. Ce que nous devons éviter. Il a dit qu'il ne le souhaitait pas, en tout cas. Non, ce que nous devons éviter en Afrique, c'est justement de mettre dans la bouche des politiques ce qui relève d'un pouvoir qui leur est totalement dissocié. La Cour constitutionnelle a décidé de recompter les voix. C'est ce qui a même amené à ces corrections. Au début, on pensait que le score entre M. Jean Ping et M. Ali Bongo était plus serré que ce que nous avons au finish. C'est justement parce que la Cour constitutionnelle a pu procéder au recomptage des voix et nous nous en satisfaisons. À l'évidence, cela a permis de montrer que le camp d'en face n'était pas très bon joueur. Donc vous n'êtes pas prêt à de nouvelles élections sous contrôle international, par exemple? Pourquoi faire? Pour qu'il y ait des observateurs internationaux pendant le scrutin. Je tiens à préciser une chose. Lorsque vous voyez un État comme le Gabon inviter 1200 observateurs, ensuite, j'ai même envie de dire en tant que Gabonais, c'est dommage de venir le dire sur France 24, mais avoir quasiment sa souveraineté violée en laissant entrer 5 juges constitutionnels d'autres pays dans son processus au niveau de la Cour constitutionnelle qui est quand même la plus haute juridiction du pays. À un moment, sauf si vous voulez qu'on fasse venir Dieu et ses anges pour surveiller les élections au Gabon, je pense qu'on est allé aussi loin que possible. Vous pensez que l'opposition elle est manipulée par des puissances étrangères? Je ne pense pas, j'en suis sûr. Ah, vous avez une certitude à ce niveau-là? C'est une certitude à ce niveau. Je pense que monsieur Ping a bien montré que, vous voyez bien, lorsqu'on appelle à la communauté internationale, excusez-moi d'être un peu trivial, on appelle plutôt la communauté blanche, puisque on a vu que l'Union africaine était là. Et on est toujours en train de nous parler de communauté internationale, sauf si l'Union européenne reste le baromètre de M. Ping et ses amis. Je pense que nous avons fait notre processus. Le Gabon est un État souverain et je ne suis pas sûr de comprendre la logique qui voudrait qu'au Gabon les élections soient supervisées par qui que ce soit d'autre que les institutions gabonaises. Par ailleurs, comment vous justifiez la répression contre les opposants? Il y a un ancien patron du renseignement, Léon-Paul Ngoulakia, qui a rallié Jean Ping, qui a été interpellé hier. Il y a eu pas mal d'arrestations. Il y a eu l'ancien vice-premier ministre qui est donc réfugié à Paris. Comment vous justifiez? Mais pour revenir sur M. Ngoulakia, sauf erreur de ma part, si vous passez un contrôle de police et vous foncez sur les forces de l'ordre et que lorsqu'on arrête votre véhicule et qu'on le fouille, vous avez d'importantes sommes d'argent et des tracts appelant à la violence et à l'émeute, je ne suis pas sûr que dans quelques pays que ce soit, sauf si la démocratie est différente au Gabon, vous devez répondre de ces actes-là. La répression en général contre les opposants qui a eu lieu? Sauf évidemment, si le cas de répression que vous avez, c'est M. Ngoulakia, je n'appelle pas ça de la répression. Ensuite, pour parler de M. Mundunga, je sais que les Gabonais connaissent un peu la vie privée de M. Mundunga. C'est un homme aux alliances multiples. Et il aura juste compris que la polygamie en politique, ça n'existe pas. C'est de la traîtrise. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le gouvernement français? Est-ce que vous estimez que la France s'ingère dans les affaires intérieures du Gabon? Je pense que certains acteurs politiques français s'ingèrent. J'ai cru voir une certaine neutralité de la part de l'Élysée. Donc l'État français est organisé autour d'institutions. Nous n'allons pas mettre à mal des relations entre nos deux pays pour le fait de quelques politiciens en manque de publicité de part et d'autre.